On est là en effet pour 45 minutes pour cette table ronde sur le rôle des entreprises étrangères dans la dynamique et le développement des territoires. Car au-delà des investissements, qui est forcément la première pierre, il y a des enjeux d'emploi, des enjeux d'innovation, des enjeux même, on va en parler, de décarbonation. Au final, donc, ces entreprises qui arrivent même à devenir d'excellents ambassadeurs des régions françaises auprès de leurs sièges internationaux. On va donc parler de tout cela avec mes invités. Je vous les présente rapidement. À ma droite, Christelle Morancé, la présidente de la région Pays de la Loire. Également présent à sa droite, Amélie Vidal-Simi, présidente de Mondelez International en France. Thierry Troudet est également avec nous, président France d'Ecolab. Anne-Laure Jacquemart est à ma gauche, directrice générale de Meubles Ikea France, en charge de la fonction financière. Et puis Vincent Tourillon, président France de SLB. On va commencer donc sur une première partie sur les territoires donc au cœur de l'investissement des entreprises étrangères. Je commence avec vous, Christelle Morancé. Bonjour, président de la région Pays de la Loire. Quelques chiffres clés. Dans votre région, 1100 entreprises à capitaux étrangers. Rien qu'en 2024, 88 projets d'investissement ou de réinvestissement qui ont été annoncés. Ces entreprises représentent 66 000 emplois. Il y a donc des régions comme la vôtre qui clairement attirent les entreprises étrangères. Évidemment, j'ai envie de vous demander quels sont vos atouts, vos arguments pour les attirer. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Alors, qu'est-ce qui attire le plus dans la région des Pays de la Loire? C'est peut-être parce que c'est la plus belle région de France. Je pense que dans la salle, tout le monde, personne n'a aucun doute. Ah, je vois des têtes qui... Si, je vous assure, c'est la plus belle région de France. Non, plus sérieusement, je pense que la compétitivité entre les régions, elle est bien évidemment forte, mais il ne faut pas regarder à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'un pays. J'ai envie de dire, aujourd'hui, la compétitivité, elle est mondiale. Et notamment vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine. Et nous, l'enjeu, c'est vraiment d'être aux côtés des entreprises. Moi, j'en ai fait une priorité. La région des Pays de la Loire, c'est une région qui aime les entrepreneurs, qui aime ses industriels. J'ai la chance d'être à la tête d'une région où le taux de chômage est le plus faible de France. Une région aussi, la première région en termes d'emploi industriel, une région où on le dit aussi très régulièrement, où il fait bon vivre, entreprendre, étudier, passer sa retraite. C'est une région, j'ai envie de dire, paisible, avec une attractivité également touristique, des jolis paysages. Je vais vous faire une vente de tout. Voilà, vous l'avez compris, je suis très attachée, moi, à ma région. Mais une particularité, c'est le sens aussi du collectif. Et notamment d'un point de vue économique, de serrer les coudes et d'aller vers l'avant. Et dans un contexte politique un peu compliqué, mais je vais refermer tout de suite la parenthèse parce que c'est pas le lieu ici. C'est pas le même hémicycle, hein, c'est pas le même. Voilà. Exactement, mais on voit bien que les entreprises et l'ensemble des acteurs publics également, quelles que soient les tendances politiques, on est main dans la main justement pour porter haut et fort les projets. Et particulièrement, vous l'avez dit, au niveau des entreprises à capitaux étrangers, moi au sein de la région, j'ai monté en 2018 un club, notamment des entreprises à capitaux étrangers, pour avoir un lien privilégié donc avec ces entreprises et notamment parce que les sièges sociaux ou les centres de décision sont loin, d'avoir cette proximité pour continuer d'investir et de travailler en partenariat. Juste un exemple très concret, on a une entreprise sur Le Mans qui s'appelle Colart, donc entreprise à capitaux étrangers, qu'on a accompagnée pour moderniser sa chaîne de production, ce qui lui a permis de rapatrier une chaîne de production qui était en Chine et de le faire dans la région des Pays de la Loire. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir cette proximité avec les entreprises. Et les entreprises, on les aime et on les accompagne. Et j'aime souvent le dire, les entreprises, c'est vous qui créez les emplois, c'est vous qui créez la richesse sur notre territoire et c'est vous qui faites l'attractivité et le développement des territoires. Donc c'est important d'avoir cette proximité, élus locaux et entreprises. L'attractivité, ça passe aussi par des outils. Et une des thématiques que les entrepreneurs disent quand ils veulent s'implanter, c'est le foncier. Je crois que vous avez mis un outil sur pied d'accélérateur du foncier pour faciliter, pour réduire tous les délais et trouver des terrains disponibles. Oui, bien évidemment, l'objectif, il est multiple en termes d'accompagnement, mais notamment sur le foncier. Souvent, en France, on parle de réindustrialisation, mais ça veut dire quoi la réindustrialisation? Tant que nous n'aurons pas baissé les impôts et les taxes, les charges
et les normes. Et notamment en termes de normes, en termes d'installation foncière, on le voit bien, la longueur des projets. Je prends juste un exemple, j'échange au Salon du Bourget avec le patron de Thales qui a construit une grosse usine sur Cholet. Il a même fait venir plus de 2500 cadres qui étaient à Paris sur la région des Pays de la Loire. Les délais pour construire son usine, 5 ans. Et encore, 5 ans, ça s'est plutôt bien passé. Mais il me dit, vous voyez, en Italie, il faut entre 12 et 18 mois pour construire cette usine. Ça, c'est pas acceptable. Donc on a mis en place, avec le préfet de région, un accélérateur foncier. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur l'accélération de tous les dispositifs administratifs. Et on accompagne également les territoires, notamment les communautés de communes, à accélérer sur les études. L'objectif, c'est vraiment faire dans un temps réduit, réduire toutes les normes, toutes les contraintes administratives pour que vous puissiez installer vos usines, vos entreprises dans un délai beaucoup plus court que ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur le territoire. Et ça, c'est aujourd'hui unique en France. Il y a les sites clés en main portés au niveau national, mais nous, on les a fait également au niveau régional. On a des sites clés en main aussi au niveau national, mais l'objectif, c'est qu'on travaille territoire par territoire avec les élus locaux, avec l'État et avec la région. C'est le sens du collectif que j'évoquais tout à l'heure. Et vous l'avez fait, je crois, parce que vous n'aviez plus de possibilité de sites clés en main dans votre région, parce qu'évidemment, le foncier, c'est plutôt rare. Oui, on l'a surtout fait parce que quand l'État et le gouvernement a nommé les sites clés en main au niveau national, on a un seul site qui a été retenu dans la région des Pays de la Loire. Donc mes services, les services de l'État en région, tout le monde était je comprends pas, etc. Pourquoi? On arrête de pleurer, on va de l'avant. C'est le sens vraiment. C'est l'ADN, c'est dans l'ADN de notre région. On n'attend rien de l'État et nous, on va les faire nous-mêmes, nos propres sites clés en main. Et aujourd'hui, ça fonctionne. On a 10 sites sur la région des Pays de la Loire qui sont labellisés donc accélérateurs fonciers. Et donc, d'autres viendront pour le début d'année. Mais encore une fois, c'est vraiment faire du sur-mesure par rapport aux entreprises. On va laisser la parole à quelqu'un dont un des sites de production est justement dans les Pays de la Loire. Amélie Vidal-Simi, bonjour. Vous êtes la présidente de Mondelez International en France. Mondelez, on le rappelle, c'est un des leaders mondiaux des biscuits, des chocolats, des marques que nous connaissons tous, Lu, Auréa, Belvita, Milka, Côte d'Or et autres Toblerone. Chiffre d'affaires mondial de 36 milliards d'euros. Et en France, quelques chiffres clés sur le nombre de collaborateurs et de sites. Alors effectivement, Mondelez est un groupe international, 36 milliards de dollars. En France, c'est 2 milliards d'euros. On est présent dans le cœur et dans les placards des Français, puisque 93% des Français consomment des marques Mondelez. Vous les avez très bien citées. On est un groupe étranger, mais on est surtout un intervenant profondément impliqué dans les territoires. On a 12 sites en France, dont 9 biscuiteries et une sur le site de la Haye-Foissière, donc dans la région de ma voisine. On est effectivement profondément implanté dans les territoires et on est souvent le premier employeur au sein des territoires dans lesquels on est présent. On a souhaité cette année réfléchir sur l'impact qu'on a au niveau économique et social en France. Parce que souvent on parle d'un groupe étranger sans se rendre compte qu'on est un employeur extrêmement important en France. Donc si on regarde aujourd'hui l'activité de Mondelez, je disais de l'ordre de 2 milliards. En fait, l'activité dérivée en France liée à Mondelez, c'est de l'ordre de 5 milliards. Quand on regarde d'un point de vue emploi, on emploie directement 2700 personnes en France. Mais quand on regarde l'impact de l'ensemble de nos activités, puisque effectivement on collabore avec le monde agricole, on travaille avec beaucoup de sous-traitants, ça représente quasiment 20 000 personnes en France. Ce matin, il a été dit par le professeur de l'EM Lyon qu'en général, un groupe étranger, pour un emploi au sein de ce groupe, c'est un emploi 8 créé en France. Pour nous, c'est pour un emploi au sein de Mondelez, c'est 6 emplois au cœur des territoires. Je le disais, 12 sites présents partout en France, donc ça veut dire qu'on est profondément imprégné dans les territoires. Et sur le time to market dont parlait Christelle Morancé, c'est plus compliqué. Alors vous n'avez peut-être que la vision France, mais vous êtes aussi donc une ambassadrice auprès de votre siège monde. Quand vous essayez de mettre en avant, alors vous ne mettez pas en avant les difficultés, mais vous-même quand vous y réfléchissez, quels sont les points d'amélioration? Est-ce que c'est uniquement du time to market? C'est de la simplification? C'est quoi les points d'amélioration pour développer
les implantations en France? Alors, avant de parler de ce point-là, je voudrais revenir sur le niveau d'investissement de Mondelez en France. En 5 ans, on a investi 250 millions. Donc, c'est des projets importants pour développer, bien évidemment, l'efficacité de nos sites, augmenter les capacités de production, travailler sur notre transition énergétique. Et ça nécessite des investissements. Donc, effectivement, je pense que tous dans la salle, on est des ambassadeurs pour défendre l'intérêt d'investir en France. Et on est dans une compétition internationale, donc ce qui est important, c'est de pouvoir valoriser la taille du marché français, la qualité des équipes, le marché intérieur, le potentiel de développement. Mais parfois, le timing, effectivement, ne nous aide pas. Donc, et c'est un point sur lequel on réfléchit beaucoup au sein de la communauté des entreprises internationales en France. Et j'ai eu l'occasion de co-présider à Bercy cet été un atelier de réflexion sur comment on améliore cet aspect réglementation, timing. Et en fait, tout le monde souhaiterait avoir un guichet unique pour pouvoir avoir une seule personne pour comprendre parfois le méandre administratif qui est parfois difficile à comprendre. Mais on a aussi plein d'exemples positifs. Dans les 250 millions que je citais, on a, il y a quelques années, eu malheureusement un incendie sur un de nos sites. Et on a décidé, donc, le site de Jussy dans l'Aisne. C'est à Jussy dans l'Aisne, voilà, oui. Exactement. Et on a investi 89 millions, 66 millions pour recréer ce site. Et on a eu un énorme soutien des autorités locales. Donc, on a aussi des très bons exemples dans les régions quand ça se passe bien. Mais il faut que ça soit exemplaire partout pour qu'on puisse investir le plus rapidement possible. On va passer à la région Occitanie. Vincent Tourillon, je vous donne la parole. Vous êtes le président France de SLB. C'est depuis 3 ans le nouveau nom de Schlumberger, avec une réorientation stratégique de certaines de vos activités. Expliquez-nous tout d'abord justement le contenu de vos activités dans la région de Béziers via la joint venture, la co-entreprise Genvia. Très bien, bonne journée. Et donc effectivement, je suis le président de SLB France, anciennement Schlumberger. Donc SLB, c'est une société qui fait 36 milliards de chiffre d'affaires à travers le monde. On a plus de 100 000 employés. Et en France, notre activité est principalement liée aux services pétroliers. Je dirais que 90-95% de notre chiffre d'affaires est lié, et on travaille pour les grands opérateurs de ce monde, Total, BP et ainsi de suite. Et on est en train de diversifier cette activité pour créer une activité nouvelles énergies, puisque c'est une transition qui est nécessaire pour sauver la planète. Et en France, on a 6 sites d'activité, donc ça représente à peu près 2000 employés, un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et sur ces 6 sites, nous en avons un à Béziers, qui, bien évidemment, dans le passé, avait une activité très centrée sur l'activité principale de SLB ou anciennement Schlumberger, qui était l'activité de forage. Et on a décidé de faire une transition et d'ajouter des éléments à ce campus que nous avons sur Béziers. Le premier élément, c'est, comme vous l'avez mentionné, c'est la société Genvia, qui est une co-entreprise qui a été créée avec le support de la région Occitanie et d'autres partenaires au niveau national. Le CEA en fait partie, pour développer des électrolysers de nouvelle génération pour créer de l'hydrogène. Donc Schlumberger ou SLB étant une société de technologie, c'est là que notre expertise est, dans le développement et l'industrialisation de ces produits. Et on a un deuxième élément qu'on est en train d'ajouter, basé sur l'expérience, je dirais, manufacturing de notre activité passée, pour adresser des marchés nouveaux, des nouvelles énergies, l'éolien en particulier, et peut-être d'autres aussi. Donc c'est un investissement important. On parle de 70 millions d'euros d'investissement qui a été annoncé à Choose France en juin dernier. Et donc cet investissement et cette transformation, elle a été faite en collaboration avec les autorités locales. L'activité de SLB à Béziers, c'est peut-être un des plus gros employeurs de la ville, donc on a une excellente relation avec la municipalité, avec la région Occitanie, et le chef de centre qui est dans la salle, Luc, a créé une association pour regrouper les besoins de tous les industriels de la région autour de Béziers, de manière à accélérer le processus. Parce que je crois que ça a été mentionné de nombreuses fois ce matin durant des tables rondes, cette histoire de time to market et l'accélération, la simplification.
Donc c'est un peu l'union fait la force, c'est-à-dire qu'on a cette association Eden a été créée pour justement représenter et faciliter, et ça nous a permis effectivement d'accélérer notre projet. Et aujourd'hui, Genvia est on a produit nos premières bulles d'hydrogène il y a 1 mois et demi, donc c'est un succès. Et j'imagine qu'il y aura d'autres succès à venir avec le support de la région Occitanie et des partenaires locaux. Dans quelques instants, je vous interrogerai sur un autre point, une sorte de benchmark des différentes régions où vous êtes installés. Mais sur ce projet de Genvia, et même via l'association Eden, comment est-ce qu'on travaille? Parce que vous nous avez parlé du maire de Béziers, vous nous avez parlé de la présidente de région, c'est pas clairement le même bord. Est-ce qu'on arrive à faire travailler tout ce petit monde ensemble? A priori, oui, puisque les résultats sont là. Donc, je dirais qu'on se réunit régulièrement. Donc, comme toute association, il faut qu'il y ait un partage d'objectifs. Dans le cas de Genvia, la région Occitanie fait partie de la co-entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a un alignement des objectifs et de l'intérêt pour que cette expérience ou cette co-entreprise soit un succès. Et je dirais que depuis le début, moi, ça fait 3 mois que je suis dans mon nouveau rôle. Mais bon, cette initiative a démarré il y a un peu plus longtemps, il y a un peu plus de 2 ans. Et je dirais que ça fonctionne bien. Et peut-être que les compromis au niveau local sont peut-être plus faciles à faire qu'au niveau national. On en reparlera dans un petit instant. Je me tourne sur mes invités du côté gauche. Rien à voir avec ce que je viens de dire. C'est juste de la scénographie. Anne-Laure Jacquemart, bonjour, directrice générale de Meubles Ikea France en charge de la fonction financière. Ikea, donc en France, une longue histoire qui a débuté il y a plus de 40 ans au début des années 80. Je redonne quelques chiffres. 36 magasins, 8 ateliers de conception, des entrepôts, 12 000 collaborateurs, chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros et 58 millions de visiteurs par an. Comment vous choisissez vos lieux d'implantation? Et au-delà de cette question, je crois que vos implantations sont en train, on le constate tous dans nos vies quotidiennes, de changer. Alors effectivement, Ikea est présent en France depuis plus de 40 ans et on est présent dans l'ensemble du territoire français. On a 36 magasins, dont 2 magasins centre-ville, ce qui est un petit peu nouveau pour répondre à votre question. On a un magasin à Nantes aussi, dans les Pays de la Loire. On souhaite vraiment être le plus accessible possible pour nos clients et c'est pour ça qu'on s'implante au plus près des consommateurs. Alors, on a commencé notre histoire en s'installant plutôt en périphérie et puis petit à petit on se rapproche de nos consommateurs, c'est pour ça qu'on est présent à Paris et c'est pour ça aussi qu'on travaille sur un plan d'expansion avec des formats qui vont être un petit peu plus petits parce qu'on a cette volonté d'être toujours au plus près. Et ces implantations, qu'elles soient encore en périphérie ou donc de plus en plus dans les centres-villes, vous travaillez avec qui pour les mettre en place? Qui sont vos interlocuteurs? Et même question, c'est quoi parfois les freins quand on veut s'implanter en France? Alors on travaille avec tous les interlocuteurs locaux, que ce soit la ville, le département, la région. Les freins, c'est parfois le délai, effectivement on en a parlé, les méandres de l'administration pour obtenir toutes les autorisations commerciales. Mais on travaille aussi beaucoup en partenariat avec les acteurs locaux de l'emploi. Un magasin Ikea, c'est entre 10 000 et 20 000 mètres carrés. C'est entre 200 et 450 salariés dans des métiers qui sont très divers. On pense souvent à la vente, mais il y a aussi la restauration qui est très présente, l'architecture d'intérieur également. Donc la logistique aussi beaucoup. Donc on travaille avec les acteurs locaux de l'emploi pour pouvoir recruter les talents dont on a besoin. On travaille aussi avec les acteurs locaux sur tout ce qui va être transition énergétique et écologique. On en parlera dans un petit instant avec vos exemples de Strasbourg et de votre futur hub logistique en région parisienne. Voilà, et pas uniquement parce qu'effectivement sur nos magasins, on a aussi des panneaux photovoltaïques, on est en train de le développer également sur nos parkings. Donc on est vraiment en collaboration permanente avec les acteurs locaux, également les petites associations avec qui on travaille sur les restos du cœur ou les logements pour les défavoriser. Voilà, donc on est très en collaboration avec les partenaires locaux. Je poursuis ce premier tour de table avec Thierry Troudet. Bonjour, vous êtes le président France d'Ecolab. Ecolab, fournisseur de traitement de l'eau, mais aussi de solutions d'hygiène et de prévention des infections. Quelques chiffres clés. Le groupe, 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont je crois 700 millions pour la France. C'est ça. 48 000 collaborateurs à travers le monde, dont 1600 ingénieurs. Présence dans plus de 170 pays. Et en France, depuis le début des années 60, 3 usines à Lille, Châlons-en-Champagne et près de Marseille.
et de centres de R&D. La photo est bonne? Elle est parfaite, vous avez tout dit. Alors, vous avez profondément modifié un peu votre stratégie, justement, d'implantation pour aller vers le local. Pourquoi ce choix et comment se passe cette nouvelle stratégie? Alors, vous avez tout dit, quand on a 2000 collaborateurs en France, on en a 1 millier sur le terrain. Ces gens sont au quotidien les partenaires de nos clients qui sont disséminés sur le territoire. Nous avons nos usines et on avait une tendance à avoir un monde un peu macro de l'économie et du monde des affaires. Et en se rapprochant du terrain, on s'est aperçu que les décisions étaient prises dans les régions, dans les métropoles, proximité de ces nouvelles implantations d'usines qui sont nos clients, qui seront nos clients de demain. Et on a décidé d'aller dans le détail, dans la proximité. Ça va être la zone de Marseille, ça va être les Pays de Loire, ça va être le nord de la France, ça va être l'Est. Donc on a décidé de changer notre vision qui était très macro, très étatique, à un monde beaucoup plus présent sur le terrain pour aider les industriels à créer leurs usines, à créer leurs solutions et mettre en place les solutions qui sont vraiment adaptées pour eux. Ça peut être les financements, ça peut être les demandes de permis, le soutien dans les demandes de permis et dans l'optimisation de l'eau industrielle que l'on va soutenir. Donc toute cette problématique de déploiement et d'installation, on assiste nos clients localement. Et la clé, c'est de bien connaître ses interlocuteurs, c'est d'aller à leur rencontre. C'est pas simple quand on passe d'une stratégie plutôt nationale où tout se décide d'en haut à être beaucoup plus opérationnel au niveau local. C'est quoi la clé? C'est une bonne connaissance du terrain, mais ça prend du temps. Alors ça prend du temps, effectivement. Alors déjà au niveau national, je ne vais pas l'expliquer à tout le monde, mais il y a pas mal de changements. Donc, on a des interlocuteurs qui ne sont pas toujours présents, alors qu'au niveau local, généralement, on arrive à créer un tissu de connexion, un tissu de relations qui sont fiables, qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre les besoins des industriels et de travailler avec eux sur des solutions qui vont leur apporter ce qu'ils attendent. Et ça prend du temps, effectivement. Il faut s'investir, il faut que les équipes s'investissent, soient en proximité de nos clients. Alors Jacques Marc, je vous redonne la parole donc sur ce projet, enfin sur cette extension du magasin de Strasbourg. Là donc on va aller sur les thématiques plus des enjeux de décarbonation. On parlera d'emploi aussi. Comment est-ce que vous avez mis en place cette stratégie donc à la fois dans l'extension d'un de vos magasins à Strasbourg, mais aussi donc dans le développement, la création, je crois que c'est pendant quelques mois, de ce méga hub logistique à Limay dans les Yvelines. Alors peut-être pour commencer, la stratégie d'IKEA, elle repose sur 3 piliers qui sont l'accessibilité. J'ai parlé de notre volonté de se développer sur de nouveaux magasins, c'est d'avoir des prix bas. Et le 3e grand pilier, c'est le développement durable, qui est vraiment ancré dans notre ADN. On vient de fêter les 10 ans de la COP de Paris, on fait des investissements qui sont très importants. Et effectivement, dans les investissements que nous sommes en train de réaliser, il y a ce centre logistique à Limay dans les Yvelines qui va faire 60 000 m², donc c'est très grand et qui va venir supporter toutes nos livraisons sur Paris, sur l'Île-de-France et le développement de notre activité en e-commerce. Et pour ce projet, on a travaillé effectivement avec les acteurs locaux tels que Aropa qui possède le terrain, voilà, qui a fait un appel d'offres en 2019 auquel nous avons répondu. On travaille également avec la ville de Limay, les communautés de communes sur des choses aussi importantes et simples que les services de transport public. Voilà, et on a eu un focus particulier sur le plan environnemental pour ce site. Donc on n'a pas créé d'artificialisation, le site était déjà artificialisé. Au contraire, on va amener de la végétation, on va mettre des panneaux solaires, on travaille sur les livraisons décarbonées avec un objectif de 90% de livraison en véhicules électriques. Ouais. On utilise aussi déjà depuis quelques temps, et on va le développer davantage en étant animé, la livraison par la Seine, donc avec les bateaux. Voilà, donc on travaille beaucoup sur le plan du développement durable pour ce site. Avec à terme combien d'emplois sur ce site? Avec 350 emplois sur ce site. Donc on travaille avec les acteurs effectivement de l'emploi local sur ce site.
site pour être prêt fin d'année prochaine, 2026. Voilà, une ouverture qui est prévue fin d'année 2026, début 2027. Et même volonté dans vos magasins. Donc on va parler de l'extension du magasin de Strasbourg. Strasbourg, ouais. Qu'est-ce que vous y faites et comment s'est passée la collaboration avec les différentes strates des autorités locales ? Alors, même si on construit ce grand entrepôt à Limay, on fait aussi beaucoup de livraisons à partir de nos magasins. Donc, on a besoin parfois de les agrandir pour laisser un peu plus de place à l'activité logistique. Et c'est le cas à Strasbourg. Alors, c'est un dossier qui a pris un petit peu de temps. On a eu beaucoup, peut-être un peu trop, mais on a eu beaucoup de collaboration avec la métropole de Strasbourg pour vraiment définir le projet. Il y avait une volonté très forte de leur côté et d'une autre également de travailler sur le plan environnemental avec de la végétalisation, avec le développement des mobilités douces. Voilà, donc ça a pris un peu de temps, mais c'est en train de se faire et on est très content de pouvoir avancer à Strasbourg. Je vais me tourner vers Vincent Tourillon à nouveau, puisque vous êtes de retour en France depuis, je crois, 2 ans, avant une longue période à Singapour. Quand on a échangé sur la préparation de cette table ronde, vous m'avez dit, alors oui, il y a beaucoup de strates en France, un petit peu trop, c'est ce dont on vient de parler. Moi, quand j'étais à Singapour, en fait, j'avais une interlocutrice unique, elle s'appelait Lily. Parlez-nous un peu de votre expérience avec Lily, et est-ce qu'un jour on arrivera à trouver une Lily française ? Alors c'est vrai, j'ai passé 22 ans de ma vie professionnelle à l'étranger. J'en ai passé 3 à Singapour, où j'étais responsable d'un centre, d'une usine de fabrication d'équipements, où il y avait à peu près 1000 personnes. Donc pour situer Singapour, c'est un pays qui est tout petit, peut-être la taille de l'île de France, mais qui est super dynamique. Et donc j'avais une interlocutrice unique qui s'appelait Lily Chia. Et cette Lily, c'était mon numéro de téléphone. Dès que j'avais un problème, quel que soit le problème au niveau visa, taxes, enfin bon, tous les problèmes que les chefs d'entreprise peuvent avoir, j'appelais Lily et le lendemain matin ou dans l'après-midi, elle était là et elle avait une solution. Et j'ai travaillé dans beaucoup de pays dans ma carrière. Et je crois que Singapour, c'est, je dirais, le summum au niveau efficacité. Je me souviens très bien, on avait fait un investissement sur une autre activité et on se posait la question, le groupe se posait la question d'investir à Singapour, en Malaisie ou en Chine à l'époque. Et donc, les gens du headquarter étaient venus me voir à Singapour, parce que j'étais déjà basé, en disant « Est-ce que tu peux nous aider à rencontrer le EDB, ce qui s'appelle le Economic Development Board de Singapour ?» Et donc, on a expliqué notre business case, ce qu'on voulait installer, ce qu'on voulait fabriquer, quels étaient les investissements d'un point de vue personnel et tout ça. Et on leur a expliqué aussi, franchement, qu'ils étaient en compétition avec la Malaisie et la Chine. Et sous 8 jours, Singapour, le DB, est revenu avec un business case. Et ils nous ont présenté le business case. Et a priori, ils sont venus avec le business case qui était le plus attractif, puisque à la fin de la journée, on a fermé le deal avec eux. On a continué d'investir à Singapour. Mais tout ça pour dire que je pense que ça a été mentionné plein de fois ce matin, cette histoire d'interlocuteur ou interlocutrice unique, je dirais que c'est super pratique, efficace. Je me rappelle avoir eu des conversations avec Lily, et elle m'expliquait que dans sa rémunération, il y avait une part fixe dans son salaire et une part variable, donc un bonus. Et le bonus était associé au PIB de Singapour. C'est-à-dire que si le PIB, le target était achieve, elle avait doublé son salaire. Alors bon, je ne sais pas si c'est possible en France. Christelle Morancet, est-ce que des Lily peuvent apparaître en région Pays de la Loire ? Est-ce que c'est un de vos objectifs éventuellement ? Ça fait rêver. Non, mais voilà, tout est dit. Votre première question en termes de compétitivité, comment voulez-vous qu'on soit compétitif quand on a des pays avec cette approche ? Moi, je prône bien évidemment pour cette approche. Le problème en France, on parle beaucoup de décentralisation. Ça ne veut rien dire la décentralisation. C'est surtout les compétences et que chacun. Il y a un responsable, et comme ça, il sera jugé sur son efficacité, l'efficience de nos politiques publiques. Moi, je vois dans la salle Business France, je suis au conseil d'administration de Business France. J'aime beaucoup ce que fait Business France, mais à l'international, quand on emmène nos entreprises à l'international ou sur les Invest, donc il y a Business France, il y a les CCI, il y a la région, il y a BPI, enfin, il y a beaucoup de monde. Et nombre de fois où je l'évoque, je dis, mais pour nos entreprises, c'est illisible.
Puis alors, il y a l'État aussi. Enfin, tout le monde a la compétence économique, mais ça, vous le démultipliez partout. Donc l'interlocuteur unique, je dis oui, mais c'est surtout une seule strate qui a la compétence. Ça évite de se démultiplier partout. Et encore une fois, on sera beaucoup plus efficace et on sera jugé sur ce qu'on fait. Parce que sinon, la responsabilité, ah mais non, c'est pas de ma faute. Oui, c'est pas moi, voilà, c'est c'est l'autre. l'autre. Mais enfin, et ainsi de suite. Donc là, c'est un changement de logiciel total en France et j'espère qu'on y arrivera sincèrement. Je garde mon optimisme. La foi du charbonnier, de la charbonnière peut-être. Une toute dernière question, Vincent Tourillon, sur ce benchmark dont je parlais. Vous avez des implantations dans différentes régions. On a parlé de l'Occitanie, il y a aussi les Hauts-de-France, il y a aussi la Bretagne, vous êtes à Bru, et l'Île-de-France avec Clamart. Il vous manque la région des Pays de la Loire. Voilà, il manque les Pays de la Loire. Est-ce qu'un rapide benchmark, vraiment très rapide, c'est quoi les points forts, les points faibles des régions avec lesquelles vous travaillez? Alors, bon, on n'en a pas dans Faites les Pays de la attention, Loire. parce que ce que vous allez dire... Bon, on peut peut-être se parler après, on verra. Mais ce qui est clair, c'est que la dynamique n'est pas la même dans toutes les régions. Et justement, on s'est posé la question, parce que bon, le site de Béziers a quand même été beaucoup sous les radars pour nous dernièrement, où on a fait quand même des investissements importants. Et l'autre jour, on s'est posé la question avec l'équipe de savoir si cette dynamique était la même en région Île-de-France, en Bretagne ou dans les Hauts-de-France. Et ce qui est clair, c'est que c'est pas la même. Et je pense que la raison pourquoi la dynamique n'est pas la même, c'est lié certainement à la taille de notre investissement et de l'entreprise qu'on a sur Béziers, qui est quand même un des plus gros employeurs de la ville. Donc on a, je dirais, le volume, l'écoute des autorités. Alors que si on transpose ça à l'Île-de-France, bon, on a un site qui est important, on a plus de 1000 personnes à Clamart, mais je dirais que dans l'écosystème de l'Île-de-France, on n'est pas le plus gros employeur de l'Île-de-France, c'est sûr. Donc à ce moment-là, les relations et l'engagement n'est pas les mêmes. Et je dirais qu'il n'y a pas de faute d'un côté ou de l'autre, je pense que c'est un peu des torts partagés, parce que l'engagement, il vient des deux côtés. Et ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il y a des régions qui sont plus dynamiques que d'autres. Ouais. Voilà, vous ne vous êtes pas trop mouillé, merci beaucoup, mais voilà, on a compris qu'il y avait des enjeux aussi avec peut-être les Pays de la Loire dans quelques instants. Je reviens vers vous, Amélie Vidal-Simi, vous nous avez donc évoqué ces plus de 250 millions d'investissements, il y a plusieurs sites, vous en avez parlé, vous allez nous donner quelques détails de ces investissements, il y a un site à Cestas en Gironde aussi qui en a bénéficié. Les impacts aussi de tout cela en termes d'emploi, ils sont importants, et en termes, vous avez commencé à le dire, de décarbonation. Alors effectivement, nos investissements, ils sont à la fois sur nos sites de production, mais également dans toute l'activité qu'on peut avoir en France. Dans nos sites de production, on investit bien évidemment pour augmenter les capacités de production. Vous avez cité notre site de Cestas, qui a vraiment une performance particulière sur les biscuits chocolatés et qui exporte également à l'étranger. Donc on a récemment investi pour augmenter nos capacités de production. On investit aussi pour la décarbonation de nos activités. Récemment, on a investi de l'ordre de 16 millions sur notre site de Besançon pour réduire les consommations d'énergie. On a réduit de 17% notre consommation de gaz. Mais on investit aussi dans les territoires. On est dans le domaine de l'alimentaire et je voudrais parler de ce qu'on fait en collaboration avec le monde agricole. On a lancé en 2008 un programme de collaboration avec le monde agricole puisque on sait que notre impact environnemental dépend principalement de nos ingrédients. 73% de notre impact est lié aux ingrédients qu'on utilise et le blé est forcément très important. On a donc lancé un programme très, très innovant à l'époque qu'on appelle Harmonique, un programme de collaboration avec le monde agricole. En échange d'une prime, les agriculteurs avec lesquels on travaille s'engagent dans le long terme, s'engagent à mettre en place des pratiques de culture du blé durable et sont des agriculteurs qui sont proches de nos sites. Donc autour de notre site de la FOSCR, nous avons des agriculteurs à moins de 250 km et nous utilisons donc le blé qui est fabriqué, qui est produit de manière durable. Donc c'est vraiment un engagement dans le territoire puisque ça nous permet de développer les pratiques du monde agricole. Les agriculteurs avec qui nous travaillons peuvent avoir accès à des formations. Donc c'est vraiment un investissement sur les compétences à long terme. Un autre élément d'investissement sur lequel je voudrais revenir, on est présent partout en France. Et on a notamment un site de R&D européen qui est basé à Saclay. On a récemment fait une très belle innovation en termes de packaging
puisqu'on a substitué le plastique qui entourait les paquets de véritables petits beurres pour le transformer en papier. Ça nous a fait réduire significativement notre utilisation de plastique. Et c'est vraiment un travail en collaboration qui a été fait entre notre centre de R&D qui est basé à Saclay et le site de la Foissière. Donc ça permet vraiment de développer les compétences sur nos territoires. La Foissière, Christelle Morancet, c'est dans votre région. Ça m'amène à la politique de l'emploi, puisque je crois que vous avez fait le constat il y a quelques années qu'un demandeur d'emploi, entre sa demande et l'aboutissement, c'était trop faible. Je crois que c'était un taux de transformation, si je puis dire, de 60%. Vous avez mis en place des dispositifs pour que ce taux soit plus élevé. Racontez-nous ce que vous avez mis en place dans la région. Oui, je vous le disais en introduction, moi j'ai la chance d'être à la tête de la région où le taux de chômage est le plus faible au niveau national et ça nous oblige. Et l'enjeu pour nos entreprises, des compétences. Et je pense que ça, c'est une des priorités de chacune des entreprises. Il y a deux niveaux. D'abord, la formation initiale, et on investit aussi beaucoup dans le cadre de l'apprentissage, la réforme des lycées professionnels portée par l'État, et mettre en place une carte de formation qui correspond aux besoins des entreprises. Ça, c'est le premier volet. Et puis, j'aime beaucoup évoquer qui va du niveau de CAP jusqu'au niveau d'ingénieur. Et d'ailleurs, en termes d'énergie, on a monté un campus des énergies associant le public et le privé, justement pour ce besoin en compétences. C'est avec EDF, c'est avec Naval Group, c'est avec Engie, etc. L'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est assez unique en France. Et ce partenariat public-privé, pour moi, il est essentiel, notamment dès la formation initiale. Et puis, les régions ont en charge aux côtés, toujours, on n'est jamais tout seul, aux côtés de France Travail et puis d'autres acteurs, l'État également, bien évidemment, la formation des demandeurs d'emploi. Et il y a à peu près 3 ans, mes équipes me font un débriefing justement sur les formations dites qualifiantes. Donc ces formations qualifiantes, c'est celles qui débouchent vers l'emploi. On avait un retour à l'emploi de 60%. Et là, je dis, mais que font les 40% restants? Alors, mes équipes, mais on a le meilleur taux au niveau national. Je dis, non, mais moi, d'avoir le meilleur taux au niveau national, quand on a 40% sur des formations qualifiantes où les gens ne vont pas vers l'emploi, c'est qu'il y a un problème. Et donc, à l'époque, j'avais échangé avec Olivier Dussopt, qui était ministre du Travail, pour porter une grande réforme avec lui, en expérimentant dans la région des Pays de la Loire, justement sur la formation, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et là, encore une fois, l'efficience n'est pas toujours au rendez-vous. Bon, il était en pleine réforme des retraites, donc il avait d'autres priorités. Et donc, on l'a monté dans la région. Et donc, ce qu'on a fait, au lieu de faire des formations qui débouchent vers des voies de garage, on a totalement renversé la table, totalement réformé en profondeur. Et comme quoi, quand on réforme, on a des résultats. Maintenant, on fait des formations en fonction du besoin de l'entreprise. On part du besoin de l'entreprise et on forme en fonction de son besoin. Alors ça vous paraît peut-être d'une évidence et du bon sens, mais ce n'était pas dans la logique. Et depuis 3 ans, on a plus 15% d'augmentation de retour à l'emploi. Comme quoi, quand on réforme, on arrive à des résultats, et les 60% n'est passé à 75%. Et encore, sur certaines formations, on va même sur des 95% d'emploi. Donc, comme quoi, il faut vraiment avoir ce lien. Moi, je crois beaucoup sur l'enjeu de la formation initiale ou continue, d'être au plus près de nos entreprises en lien direct. Et c'est ce qu'on fait notamment dans notre accélérateur économique. C'est un des piliers les plus importants. Il nous reste quelques minutes. Une toute dernière question à vous, Thierry Troudet, avant une synthèse très rapide de chacun des intervenants. Vous êtes évidemment, chacun, toutes les entreprises qui sont là, des ambassadeurs de vos entreprises auprès de la maison mère. Comment est-ce que vous vendez la maison France? Est-ce que c'est plus compliqué qu'il y a 18 mois avant cette fameuse dissolution? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'atouts pour vendre notre pays auprès de votre maison mère? Je ne sais pas si on est des ambassadeurs, on est au moins des VRP. On fait aussi... Voilà, c'est pas loin. C'est pas loin, mais c'est... voilà, on fait vraiment de la vente. Question de terme. Donc pour s'affranchir justement de ces discussions sur le climat politique et institutionnel, la région est où le monde local est la solution. Et le dynamisme des régions, le dynamisme des entreprises, on parlait beaucoup de décarbonation, toutes ces entreprises qui vont décarboner, c'est là où on a, nous, Ecolab, la capacité de les aider. Si on peut les aider, on va parler de la région,
de la municipalité, de la métropole, et surtout pas de ce qui va se passer au niveau politique, parce que si on rentre dans le domaine politique, tout le monde lit les journaux, tout le monde fait sa propre interprétation, et on évite. Donc bien évidemment, on va parler affaires, on va parler potentiel, opportunité, et parler de ce que veulent vraiment les gens, c'est-à-dire faire des affaires et développer leur activité. Et est-ce qu'un président francophone, ce qui est votre cas, ça aide aussi pour la force de conviction? Alors bien évidemment, il est suisse, mais francophone voilà. et francophile. Donc francophone, francophile et amoureux en plus du sud de la France, ça aide beaucoup. Donc la région marseillaise est particulièrement attirante pour le groupe Ecolab. Un petit tour de table pour finir avec chacun de nos invités. Alors Jacquemart, je vous donne le micro. Voilà les atouts de la région France dans la grande région monde quand vous devez la vendre. On a une région qui nous permet d'être vraiment présent pour tous nos clients. Donc, on a encore beaucoup de potentiel pour nous rapprocher de nos clients. Et le potentiel d'expansion et de croissance fait forcément est d'un intérêt important pour notre maison mère. Et même question, est-ce que c'est plus difficile en fin 2025 de vendre notre pays versus il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années encore? C'est pas plus difficile, mais c'est vrai qu'il faut expliquer un petit peu plus ce qui se passe et qu'on a un petit peu moins souvent les réponses aux questions qu'ils nous posent parce qu'on est dans l'incertitude sur différents points. Et c'est vrai que les régions, après, c'est un dynamisme local qui nous permet d'avancer sur nos projets. Au niveau national, il y a beaucoup d'incertitudes, notamment fiscales. L'incertitude et l'instabilité, c'est vraiment un des points récurrents de ces tables rondes. Vincent Tourillon, même question. Alors vous avez écumé le monde, vous êtes de retour en France. Voilà, ça reste compliqué de vendre le pays à la maison mère. Je dirais que SLB, c'est une société qui est très axée sur les résultats, que ce soit financier, introduction de nouvelles technologies et ainsi de suite. Donc je dirais que lorsque les indicateurs de performance sont au rendez-vous, c'est pas difficile de vendre la Maison France, mais il faut continuer de délivrer. Et si on ne délivre pas, ça devient difficile. Chez Mondelez, on est convaincu que la France a encore tout pour réussir, pour reprendre le titre d'une émission qui m'est chère. On est convaincu que la France a de formidables atouts. Je pense qu'une décision d'investir, elle est toujours multifactorielle. Il y a effectivement les KPI, la taille du marché, le dynamisme, les infrastructures, mais il y a aussi la note de cœur. On est capable du meilleur, on l'a prouvé avec les JO, Oui. où on a fait vraiment briller la France, et je pense que ça a beaucoup joué positivement sur la France. On est parfois capable du pire, et le spectacle qu'on donne en ce moment sur les aternements sur le budget ne nous aide pas. On va terminer cette table ronde avec vous, Christelle Morancé, présidente de région que vous êtes. Vous vous considérez comme une ambassadrice, comme une diplomate au service de la cause de votre région, mais de la cause France aussi. Oui, bien évidemment, je pense que c'est essentiel. Je pense qu'il faut retrouver la confiance, il faut retrouver la fierté qui manque cruellement dans ce pays. On a tous les atouts pour réussir, dès l'instant qu'on retrouvera aussi ce sens du collectif. Moi, j'ai juste un exemple, le Salon du Bourget cette année. Honnêtement, j'ai retrouvé ce cocorico, ce bleu, blanc, rouge dans mon cœur, et ça fait du bien quand on voit Dassault, quand on voit Airbus qui sont installés aussi dans ma région, quand on voit Naval Group, quand on voit également les chantiers de l'Atlantique qui sont dans ma région. On a des beaux fleurons, on a des belles entreprises, quelle que soit leur taille. Et donc maintenant, il faut juste retrouver cette fierté française qui manque cruellement. Voilà, ce sera le mot de la fin. On peut vous applaudir, mesdames, messieurs, pour cette table ronde. Merci beaucoup.